On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle de l'opération, la 9e opération Bon Pied, Bon Oeil, pour favoriser, parler de prévention, parler des piétons, des automobilistes, forcément, les traverses piétonnes. Bref, c'est très important. Il y a des questions de sécurité. Il y a plusieurs morts par année, 69 morts là, en 2018, des piétons qui se sont fait happer. Donc, c'est à y penser. Mais d'abord, parlons d'une situation d'urgence, d'une simulation d'exercice qui va se tenir mercredi matin de 8h à midi à l'aéroport municipal. On en discute immédiatement avec le coordonnateur aux mesures d'urgence. Ce n'est pas tous les jours qu'on procède à un exercice d'urgence ou une simulation d'accident, mais bref, ça permet de tester les mesures d'urgence, de tester également les pompiers, les policiers, bref, tous les ambulanciers, les services qui sont appelés normalement sur ce genre d'incident. Avec nous pour en parler, le directeur du service de sécurité incendie à Saint-Jean-sur-Richelieu, Daniel Dubois. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. On note que l'exercice d'urgence va se tenir à l'aéroport municipal de 8h à midi, mercredi prochain, le 23 octobre. Expliquez-nous dans quel contexte vous tenez cet événement ou est-ce que vous êtes tenu même de faire cet événement-là? Bref, quel est le contexte général? En fait, il y a deux volets au contexte. L'Organisation municipale de sécurité civile a à se mettre à l'épreuve quelquefois, à quelques occasions, sans que ce soit vraiment réglementé en ce sens-là, mais pour s'éprouver, pour voir si nos procédures, sur nos méthodes, sur notre façon de se mobiliser fonctionnent, d'une part. D'autre part, on sait qu'à Saint-Jean, l'aéroport nous appartient. Donc là, on tombe sur une réglementation fédérale, donc avec Transport Canada, et à l'aéroport même, ils doivent mettre à l'épreuve leur plan de mesures d'urgence. Donc, une pierre deux coups. On dit, tant qu'à se mettre à l'épreuve, on va faire un scénario de sinistre à l'aéroport. On va pouvoir tester le plan de l'aéroport ainsi que la mobilisation de l'Organisation municipale de sécurité civile. Quand on dit on va simuler donc un sinistre, puisque c'est à l'aéroport, est-ce qu'on suppose qu'on est dans un environnement de type écrasement d'avion? Ça pourrait ressembler à ça. Vous comprendrez que je ne veux pas tout dévoiler parce qu'il y a une espèce de surprise qu'on doit garder. Faut pour vos propres employés. Pour nos propres employés, effectivement. Parce que, bon, c'est certain que les employés municipaux qui devront participer activement à la simulation savent qu'il va y avoir un scénario qui va se déployer le mercredi le 23. Ouais. Mais ils ne savent pas nécessairement ce que ce sera. OK. Donc, ils savent que ça va être aéroport. Nécessairement, bon, ça peut être une question d'aéronef, mais il peut y avoir un paquet d'autres choses. Donc, il y a des réservoirs de carburant à l'aéroport. Il peut y avoir du terroriste à l'aéroport. Donc, il peut y avoir plusieurs choses. Le scénario a été écrit. C'est important, par exemple, de comprendre qu'on fait cette simulation-là à l'aéroport, pas parce que l'aéroport représente un très, très grand danger à Saint-Jean. C'est un risque, mais ce n'est pas un risque extraordinaire. C'est 35 35 000 mouvements d'avions par année, mais ce n'est pas des gros... C'est pas énorme. C'est pas des gros porteurs. Il faut comprendre. C'est un bon terrain pour faire ça. C'est un très beau terrain et il faut mettre le plan de l'aéroport à l'épreuve. Qui écrit le scénario? Ah, c'est du monde qui a beaucoup d'inspiration et d'imagination, mais... Vous êtes trouvé une couple de films en fin de semaine, c'est ça? En fait, c'est un partenariat. On a engagé une firme pour nous assister à ce niveau-là. Donc, ils ont pensé à un scénario qu'ils ont validé avec nous, avec l'équipe du service de sécurité incendie. Et sur place, le matin du 23 octobre, c'est eux qui vont jouer un petit peu les maîtres de cérémonie, qui vont faire la mise en scène de tout ça pour être sûr que tout se déroule conformément. Est-ce qu'il y a des comédies? Il va y avoir des personnes qui seront blessées. Effectivement, ce sont des comédiens qui vont être sur place, oui, parce qu'on a plusieurs partenaires. Donc, on parle nécessairement de l'Organisation municipale de sécurité civile et tous mes collègues des autres services qui jouent des chefs de mission, qui ont un rôle à jouer. Mais il y a les incendies, il y a la police, il y a les paramédics qui vont être là aussi. Donc, des organisations qui sont à l'extérieur de la municipalité, qui vont participer à la simulation aussi. Donc, les paramédics devront faire un triage des blessés sur place. Comment ça fonctionne? Parce que là, on sait que c'est mercredi le 23, on sait que c'est entre 8h et midi, puis on sait que c'est à l'aéroport. Bon. Et on se doute évidemment que policiers, pompiers et ambulanciers seront sur place. Bon, jusque-là, ça va. Mais au-delà de ça, comment ça fonctionne? C'est-à-dire que là, toutes les personnes que je viens de nommer, ils sont comme en attente mercredi matin 8h, et là, ils reçoivent l'appel, et là, ils se rendent sur place. Est-ce qu'on agit de la même façon qu'on recevrait n'importe quel appel? Le processus d'acheminement de l'appel d'urgence sera de la même façon. Donc, il y aura un appel qui va être placé au 911. Le 911 va répartir les services d'urgence.
Les services d'urgence ne se déplaceront pas en urgence. Il faut comprendre qu'il y a une notion de sécurité publique là-dessus. Mais le déploiement va se faire de la même façon, comme si c'était un vrai appel d'urgence. Les protocoles particuliers d'intervention en zone aéroportuaire devront être appliqués. Bon, vous savez qu'on ne peut pas se promener sur les pistes de l'aéroport ou dans la zone protégée de l'aéroport sans qu'il y ait un protocole en place. Soit que les personnes, les intervenants d'urgence, soient escortés par des personnes qui ont leur permis pour se promener en zone sécurisée aéroportuaire, ou que les pistes soient fermées complètement. Donc, on va éprouver ce protocole-là. Rendu sur place, il y a une prise de commandement qui se fait en fonction de la nature de l'intervention, et là, il y a tout un déploiement des ressources, et ça va se faire comme si c'était vraiment une vraie intervention. Quel rôle vous-même vous serez appelé à jouer? Parce que dans la réalité, vous êtes le coordonnateur des mesures d'urgence pour la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, en plus évidemment de votre poste à la direction du service incendie. Mais évidemment, comme vous connaissez probablement le scénario, ça va être difficile pour vous d'y contribuer, je ne sais pas. En fait, je vais être un petit peu le faiseux de trouble là-dedans. Bon, il faut comprendre qu'il y aura un scénario, il y a quelque chose qui va se passer à l'aéroport. Parce qu'en temps normal, vous seriez appelé à diriger les opérations, là. En fait, dépendant de la grosseur du scénario, de la grosseur du sinistre. Là, il va se passer quelque chose à l'aéroport. Les officiers du service d'incendie, les premiers arrivés sur place, vont prendre le commandement des opérations. Si ça grossit, c'est quelque chose de vraiment d'important qui peut toucher un rayon beaucoup plus grand que l'aéroport. À ce moment-là, le coordonnateur de la sécurité civile, donc le rôle que j'assume, peut mobiliser en tout ou en partie ses collègues de l'Organisation municipale de sécurité civile au centre de coordination des mesures d'urgence. Bon, c'est ce qui va se passer mercredi. Donc, mercredi, le scénario va débuter, l'appel au 911 va se faire, les services d'urgence vont être répartis, et à un moment donné, je vais mobiliser mes collègues au centre de coordination des mesures d'urgence pour faire l'exercice de mobilisation. Est-ce que le scénario en tant que tel aurait nécessité ça pour le vrai? Peut-être pas au complet pour l'ensemble de l'Organisation municipale de sécurité civile. Par contre, on va saisir l'opportunité de pouvoir se mettre à l'épreuve. L'équipe sera mobilisée. On va se rendre au centre de coordination. Nous allons ouvrir le centre de coordination des mesures d'urgence à l'Hôtel de Ville. Et si c'est possible, on est en train de vérifier, c'est qu'il y aura probablement de la technologie drone sur place qui va permettre de transférer des images en direct au centre de coordination. Donc, c'est le genre de choses aussi qu'on met à l'épreuve, voir si ça fonctionne. Alors, là, ça regarde très bien. Donc, dans un cas de réel sinistre éventuel, bien, on pourrait avoir des images en direct. Ce qui ne s'est jamais fait dans le passé, en tout cas pas ici. Ce qui ne s'est jamais fait dans le passé. OK, donc ça pourrait dire que c'est un bon test pour ça en même temps, ce qui voudrait dire que demain matin, on a un gros événement, un gros sinistre. Vous pourriez faire appel à des drones pour vous aider dans la gestion d'un événement. Absolument, absolument. Donc, la technologie existe et l'entreprise qui peut assumer ce rôle-là est ici même à Saint-Jean-sur-Richelieu. Tout à fait. Bon. Et là, après ça, comment ça fonctionne? Là? Une fois que la simulation est terminée, est-ce que, comme on dit en bon québécois, on fait un débrief? Je veux dire, on va s'asseoir avec l'équipe pour voir finalement est-ce qu'on a fait les choses correctement. Vous-même, vous allez avoir un regard critique aussi à l'égard de l'épisode pour vos propres troupes. Et est-ce que le service de police et les paramédics font également la même chose? Bref, de quelle façon allez-vous analyser le travail effectué après la simulation? Ça se fait en 2 étapes. En fait, chacun des services le fait individuellement en fonction de leur propre protocole interne, donc de la façon dont ça a fonctionné, de la façon dont ça a déployé. Ensuite, bien, il y a un travail d'équipe qui se fait. Donc, chacun des services achemine 1 ou 2 représentants dans une séance de débriefage. Et là, on fait le débriefage complet avec nos collègues de l'aéroport pour savoir comment ça s'est passé, qu'est-ce qu'on raffine, qu'est-ce qu'on peaufine, et ça va se faire dans les semaines qui suivent. Bon. Là, l'une des raisons aussi pourquoi vous l'annoncez à l'avance, c'est pour prévenir les citoyens, mais aussi pour éviter d'avoir un lot d'appels important au 911. Donc, vous voulez passer le message aux gens pour dire, écoutez, mercredi matin, 23 octobre, entre 8h et midi, si vous entendez des véhicules avec des sirènes, bien là, c'est parce qu'il y a une simulation. Là. Absolument. Et on a l'opportunité de le faire et je vous en remercie. Donc, la matinée du 23 octobre, de mercredi 23 octobre, effectivement, il risque d'avoir des mouvements de véhicules d'urgence autour de l'aéroport ou dans la zone aéroportuaire. On en informe les citoyens, c'est une simulation, tout va sous contrôle. Ça nous permet de nous tester, de ne pas appeler le 911 pour ce genre de mouvement-là, inhabituel. Par contre, n'hésitez pas si ce n'est pas relié nécessairement. Évidemment. Si vous avez un doute, vous faites un 911, mais ça va brasser un peu dans la journée de la matinée du 23 pour l'aéroport. Pour l'aéroport. Avez-vous déjà vécu pareille simulation dans votre carrière?
Absolument. Du temps où j'étais directeur à Saint-Hyacinthe, on a fait une simulation un petit peu du même type avec déploiement terrain. On l'a fait en fonction d'un accident de train, donc ferroviaire à ce moment-là. Ça a duré une demi-journée aussi. C'est un bon exercice de mise à l'épreuve. Et plusieurs des collègues qui sont peut-être moins habitués à vivre de l'urgence s'aperçoivent de certaines choses à ce moment-là. Hein. La gestion de l'urgence, ce n'est pas de la gestion administrative quotidienne non plus. Donc, ça permet de se tester, ça permet de comprendre certaines choses, de se comprendre entre collègues aussi. C'est très bénéfique pour l'organisation. Comment l'humain fait pour trier le vrai du faux? C'est-à-dire qu'on sait que c'est une simulation. Est-ce qu'on a la même adrénaline quand on est en simulation versus un accident ou un épisode réel? En fait, c'est certain qu'il y a une partie de jeu là-dedans. Donc, quand on se prépare adéquatement, si on veut en tirer le maximum de bénéfices, il faut jouer. Mais on ne se laisse prendre au jeu. Ah quand, oui? quand on arrive sur le terrain et qu'il y a une prise de commandement qui se fait, qu'on est en simulation, qu'il y a des comédiens qui sont là, maquillés, qui crient, on veut régler le problème pareil. Donc, c'est pas long qu'on embarque dans le jeu. Et là, tout le monde a sa fierté, tout le monde a son orgueil. Ouais. Donc, on veut prendre les meilleures décisions, on veut respecter les protocoles. Et ça aussi, à un moment donné, bien, on embarque dans le jeu, c'est pas trop long. Alors, on le répète, mercredi matin, 23 octobre, entre 8h et midi, simulation d'accident, donc exercice d'urgence à l'aéroport municipal de Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, Daniel Dubois, merci beaucoup. Merci. On va souhaiter, bien sûr... en tout cas, j'ai bien hâte je suis curieux de voir si, effectivement, les drones vous seront utiles peut-être dans la gestion de l'opération. On l'espère parce que c'est une belle ressource qui peut servir même au-delà des mesures d'urgence. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci. Restez avec nous puisqu'au retour, on reste un peu dans la thématique de la sécurité publique puisqu'on vous parle de l'opération Bon Pied, Bon Oeil. Donc, c'est de promouvoir la sécurité des piétons. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, un show de beau bonhomme. Oui, avec Marc Rémillard et Jean-Christophe Vien, on parle de nos huskies. Voilà, là, au début, tu te demandais, tu pensais qu'on parlait de nous autres, hein? Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. Pour une 9e année consécutive, on lance l'opération Bon Pied, Bon Oeil. C'est en collaboration avec la Société de l'assurance automobile du Québec, la SAAQ, de même que la police de Saint-Jean-sur-Richelieu. Avec nous pour en parler, le sergent Jérémy Lévesque. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci. Je sens que la culture des piétons commence à s'installer graduellement au Québec. Quiconque a voyagé un peu sait que dans certaines provinces, dans certains États américains ou même en Europe, il y a une culture du piéton. On dirait que si on commence à l'apprivoiser un peu, peut-être que des campagnes comme Bon Pied, Bon Oeil finissent par porter fruit dans l'imaginaire du cycliste, du piéton et de l'automobiliste. On l'espère que ça va changer la culture du conducteur, du piéton. Mais de plus en plus, c'est un sujet qu'on parle, on fait des campagnes de sensibilisation. C'est quelque chose qu'on voit qui s'améliore de plus en plus. Bon. Il y a évidemment des traverses dédiées, bien identifiées. Il y en a ici à Saint-Jean, mais il y en a ailleurs. Je veux juste ouvrir une parenthèse parce que je passe là quand même assez souvent, la 227 qui traverse Marieville. Il y en a une... et même moi, le premier coup, là, j'ai fait comme, OK, il y a une traverse. Le piéton est sur le trottoir, mais il n'y a pas le pied dans la rue encore. Et là, on voit évidemment, si on traverse, il y a une amende de je ne sais pas combien. Bon. Mais là, souvent, là, tu te dis, est-ce que je ralentis? Est-ce que j'attends qu'il mette le pied dans la rue? Ou s'il y a le pied sur le trottoir, je peux continuer? Qu'est-ce qui est applicable ou non applicable pour, dans le fond, un automobiliste qui arrive à une traverse de piéton puis qui ne sait pas trop quoi faire? Qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on suggère? C'est vraiment
d'établir un contact visuel entre le piéton et l'automobiliste. Qu'est-ce qu'on veut? C'est on veut que le conducteur du véhicule, à l'approche du passage, il voit le passage, voit les panneaux, dans certains cas, des feux clignotants, des feux de passage, qui commence à détecter son environnement. Est-ce qu'il y a un piéton? Est-ce qu'il y a une famille? Est-ce qu'il y a un vélo? Ça peut arriver. Et le piéton, lui aussi, lorsqu'il arrive à son passage, qui commence à regarder son environnement également. Est-ce qu'il y a un véhicule qui s'en vient? Est-ce que je peux traverser prudemment? C'est là que le contact visuel entre le piéton et l'automobiliste entre en ligne de compte pour dire, OK, le piéton va y aller, l'automobiliste n'arrêtera pas. Moi, je sais bien que quand moi, je suis piéton, je fais cet exercice-là parce que toujours un peu méfiant des automobilistes, c'est pas trop, même les cyclistes parfois, là, qui peuvent circuler assez rapidement. Effectivement, moi, quand je suis piéton, j'essaie toujours d'avoir un contact visuel pour faire comme, OK, je peux-tu passer? Puis la personne fait signe, oui, allez-y, merci. Puis je remercie, là, tu sais, pour être sûr qu'on s'est compris tous les deux, là. Parce qu'il y a des fois que c'est pas toujours clair. Il y en a qui prennent pour acquis, ils se disent, bien, c'est une traverse pour piéton, je mets le pied dans la rue, puis il va arrêter. Mais dans la vraie vie, c'est pas toujours ça qui arrive. Vraiment pas. Il y a des conducteurs qui vont regarder toujours droit devant, ne regarderont pas l'environnement, comme je disais tout à l'heure, est-ce qu'il y a des véhicules de stationnés, le trottoir et tout ça. Mais c'est sûr qu'en tant que piéton, il faut faire attention. Mais le piéton a toujours la priorité. Et quand on parlait de culture tantôt, là, on veut que le conducteur ait cette option-là directement d'arrêter quand il voit le piéton. C'est sûr que quand tu es piéton, évidemment, tu n'es pas protégé. C'est sûr que par réflexe, tu penses plus à ton affaire avant de traverser. Quand c'est toi l'automobiliste, comme je disais tantôt, moi, je suis toujours des fois embêté parce qu'il y en a qui sont sur le trottoir, puis sont sur le bord de traverser, puis on ne sait pas trop. Puis là, on se dit, là, j'ai-tu le temps de passer ou pas? Puis là, oups, il met le pied dans la rue, mais là, disons que tu es encore à 40 kilos, tu ne peux pas arrêter brusquement. C'est là peut-être où je suis plus embêté. Il y a des places, évidemment, où il y a des clignotants qui s'installent. Bon, les traverses ne sont pas toutes pareilles nécessairement. Mais même ici, à Saint-Jean, on a quand même des intersections assez achalandées, là. Oui, quand même. Pour les piétons. Oui. C'est sûr qu'on laisse le bon jugement à l'automobiliste d'arrêter ou pas. Le piéton a la priorité, mais c'est sûr que chaque situation peut être à interprétation, mais on espère qu'en cas de doute, l'automobiliste va s'immobiliser pour laisser passer le piéton. Bon. Et l'autre chose aussi qu'il ne faut pas oublier, aujourd'hui, les automobilistes ont quand même quelques distractions. Le fameux téléphone cellulaire, les textos, hein, les têtes qui font ça, là, tu sais, tout le temps. Là. Oui. Ça aussi, quand on est piéton, on se méfie un peu de ça parce que, justement, les gens ont tellement de distractions aujourd'hui au volant en cause. Puis les textos, c'est un autre problème en soi, là, mais ça aussi, ça fait partie de l'équation. Ça, c'est certain. Quand je disais tout à l'heure d'établir le contact visuel, si vous êtes piéton et vous arrivez à votre passage et que vous essayez de regarder dans le véhicule, dans l'habitacle du véhicule, et que vous voyez le conducteur ou la conductrice qui a la tête, là, semble texter, pensez-y peut-être à 2 fois avant de mettre le pied dans la rue, là. Mais c'est quand même possible de changer la culture. Parce que je me rappelle, quand moi j'ai commencé à conduire à la fin des années 80, on venait de commencer à hausser les pénalités pour les bus scolaires. Oui. Les autobus commençaient à avoir des fameux panneaux stop sur le côté. Là. Avant, ça n'existait pas. Puis là, tu sais, quand les gens ont su que c'était 9 points de démérite, puis à peu près, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, mais 1000 piastres d'amende, là, on les regardait, les autobus. Hein? Actuellement, quelles sont les contraventions qui peuvent être émises par rapport à quelqu'un qui ne respecte pas une traverse piétonne? Disons, je prends l'automobiliste. L'automobiliste qui ne respecte pas une traverse. Le piéton est dans la rue, c'est une traverse, c'est identifié. C'est quoi l'amende? C'est une amende de 100 $ plus les frais, qui est aux environs là, de 170 $. Mais il n'y a pas de point. Il n'y a pas de point. Par contre, si ça, c'est une intersection, un passage pour piétons, je veux dire qu'il n'est pas à une intersection. Si le passage pour piétons est à l'intersection, protégé par un arrêt obligatoire, un stop, ou un feu rouge, des lumières de circulation, à ce moment-là, dans le libellé du Code de la sécurité routière, à un stop, on se doit de laisser la priorité aux vélos, aux piétons. À ce moment-là, au non-respect de l'arrêt obligatoire, il y a un 3 points de démérite qui vient s'ajouter. OK. Dans le cas d'une intersection où il y a un panneau d'arrêt ou un feu de circulation, là, à ce moment-là, vous avez en main une amende plus salée et des points de démérite au dossier. C'est le même tarif. Par contre, il y a des points qui s'ajoutent.
mais il y a des points qui s'ajoutent. Oui, 3 points. C'est la différence avec une intersection où il n'y a pas de panneau d'arrêt ou pas de feu de circulation. Exactement. Bon, peut-être qu'un jour, le législateur va augmenter ça. Bien, on le voit, regardez ce qu'ils ont fait par rapport au téléphone cellulaire puis au texto. Oui. Bien là, on sent une préoccupation sociale, sachant qu'à ce temps, ça coûte plus cher puis ça coûte des points. Oui. Peut-être que ça viendra. Bon. Quelles sont les intersections les plus achalandées en termes de piétons à Saint-Jean-sur-Richelieu? À Saint-Jean-sur-Richelieu, je vais y aller pour les passages pour piétons qui ne sont pas nécessairement une intersection. On a sur le boulevard Pierre-Caisse, à côté de l'hôpital du Richelieu, qui fait le lien avec le parc d'Avignon. Oui. Beaucoup d'employés de l'hôpital se stationnent aux alentours de ce parc-là et les rues avoisinantes et empruntent le passage pour piétons. C'en est une des plus achalandées. Sinon, on a de l'autre côté, entre l'hôpital et le CLSC, sur la rue Victor Hugo, un autre passage qui est là. Lui est à une intersection, mais non protégé par un panneau ou des lumières. Sinon, plus près ici, au niveau du centre-ville, on a la rue Saint-Jacques, l'intersection de la rue Longueuil, à côté de la cathédrale. Oui. Et où il y a eu l'aménagement du nouveau parc du côté de l'entraîneur sur Champlain, face au bistrot La Trinquette, là, dans ces alentours-là. Il y a un passage qui est là aussi, qu'on a publicité. C'est un bon exemple parce qu'à cause de la voie ferrée, quand les véhicules arrivent, ils sont en montée. Hein? Oui. Et là, quand ils redescendent, c'est là qu'ils aperçoivent les piétons. Puis en même temps, c'est pas très, très large. Les gens ne peuvent pas rouler très, très vite, mais il y en a quand même qui sont capables d'atteindre des vitesses assez surprenantes. Et ça, c'est un bon endroit parce que quand on sort du parc pour aller sur l'autre côté de la rue, il faut vérifier parce que quand les autos arrivent dépasser la voie ferrée, des fois, ils ont la surprise d'arriver sur des piétons. Oui. Par contre, à cet endroit-là, il n'y a pas de stationnement qui est permis. Donc, l'automobiliste est supposé détecter son piéton qui veut traverser. On disait, je donne des statistiques, en 2018, au Québec, c'est 2781 piétons qui ont été victimes d'un accident de la route. Donc, 69 décès, 256 blessés graves et 2400 blessés légers. Et c'est quand même pas loin de 2800 personnes qui ont été blessées ou, dans certains cas, tuées. 69. 69 morts en 2018, des piétons. Oui, c'est beaucoup trop. Beaucoup trop. C'est pour ça qu'on disait tout à l'heure qu'on veut changer la culture automobiliste versus piéton. Tout est au niveau de la courtoisie aussi, là, dans un certain temps. Laisser passer un piéton, ça prend 15 secondes, 20 secondes, si le piéton prend son temps. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on veut changer, là. Mais les piétons, eux aussi, ont une responsabilité. C'est-à-dire, là, on parle des automobilistes, mais quand on est à une intersection potentiellement dangereuse, on ne peut pas traverser au beau milieu de la rue n'importe comment non plus, là. Donc, les piétons, eux aussi, doivent adopter un comportement. Quelle est l'obligation du piéton, lui? On parlait de l'automobiliste tantôt qui peut avoir une amende, mais le piéton, lui, que doit-il respecter au juste? Le piéton, selon le Code de la sécurité routière, doit traverser à son passage pour piéton ou à l'intersection. Pratiquement tous les feux de circulation de Saint-Jean sont munis d'un bouton poussoir, le détecteur, pour annoncer le piéton. Donc, on encourage fortement les piétons à faire cet exercice-là. Et si le piéton ne respecte pas ça, encore là, avez-vous en votre possession une amende? Oui, il y a une loi québécoise, c'est 15 plus les frais. Ça donne aux alentours de 48 là, pour un non-respect de traverser au bon endroit. Bon. Dans la vraie vie d'un patrouilleur, vous avez déjà fait de la patrouille vous-même, des amendes là, pour des piétons, est-ce qu'ils s'en donnent? C'est occasionnel? Ils s'en donnent très peu. Beaucoup, on y va avec la sensibilisation. On va avertir les gens de traverser aux bons endroits, le faire de façon sécuritaire. À certains moments, oui, il peut y avoir une contravention qui peut être émise, là. Bon, parce que je sais qu'à une époque pas si lointaine, l'une des problématiques, entre autres, c'était la sortie sur l'heure du midi des élèves de la polyvalente Racicot sur Pierre-Caisse, voulant aller au Carrefour Richelieu. Ça, c'est un problème en soi parce que quand il y a un troupeau de 50 jeunes qui décident de traverser en même temps sur le terre-plein central, ça, je sais qu'il y a eu beaucoup. Même moi, quand j'allais à la polyvalente, les policiers faisaient des opérations à cette époque-là. Donc, c'est pas d'hier, évidemment, comme problème. Ça doit exister encore aujourd'hui. Mais là, qu'est-ce que vous allez faire? Dans le fond, du 15 au 19 octobre, là, on est dans la sensibilisation. Puis après ça, dans la semaine du 20 au 26 octobre, là, il va y avoir des points de contrôle? Vraiment. Aux intersections que j'ai nommées tantôt, on vous les annonce en primeur.
Oui, cette semaine, on fait de la sensibilisation. On va être à certaines intersections, passage pour piétons. On va donner de la documentation, discuter avec les gens. Par contre, dans l'autre semaine, au niveau de la répression, du contrôle, Ça sera plus coercitif, disons. Exactement. On va être présent et malheureusement, si on veut que le message passe, c'est une façon répressive qu'on doit se on vous a averti la semaine passée, donc aujourd'hui, vous devez respecter. Exactement. Là, si la personne dit « Oui, mais je ne suis pas passé ici la semaine passée », c'est tant pis, c'est ça. C'est ça. Jérémy, merci beaucoup de ces précieux conseils en souhaitant qu'on puisse graduellement, au fil du temps, changer cette culture de la relation piéton-automobiliste. Merci. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Restez avec nous, puisqu'au retour, on vous présente le Babillard quotidien. Voilà un bel exemple d'une entreprise qui a décidé de faire un petit geste pour le bien de la Fondation Santé. Partie de balle molle, rien de très, très exceptionnel, mais ça a rapporté plus de 1 000 $ quand même pour le bénéfice de la Fondation Santé. Donc, merci à l'entreprise Rheinmetall. Entre-temps, si vous désirez me joindre, commentaires ou suggestions, quoi que ce soit, vous m'écrivez par courriel Éric Latour en un mot à commercial tvhr9.com. À demain. Bye bye.